Chers auditeurs et passionnés de l'étrange, bienvenue dans le podcast du Salon Fantôme. Je suis votre hôte, Sandy Lakdar, et c'est au coin d'un bon feu de cheminée que je vais vous parler d'histoires paranormales, surnaturelles ou encore de curiosités anciennes. À présent, installez-vous confortablement, oubliez la normalité et gardez l'esprit ouvert. Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous allons parler d'art, plus précisément de littérature et de peinture. Alors évidemment, si je m'arrête sur ces sujets, ce n'est pas pour vous faire un cours d'histoire de l'art, mais plutôt pour mettre en lumière certaines pratiques qui font à la fois froid dans le dos, tout en étant absolument fascinantes dès l'instant qu'on est fan de curiosité et de bizarre. C'est par la littérature que je vais débuter mon récit en vous contant l'histoire du phénomène de la bibliopégie anthropodermique. Si au premier abord, ce mot peut sembler barbare rien qu'en le prononçant, sachez qu'on n'en est pas loin, puisque la définition de la bibliopégie anthropodermique est la pratique de relier des livres en peau humaine. Oui, vous avez bien entendu, il s'agit de recouvrir un livre avec la peau d'un être humain. Et pour le coup, c'est la France qui a été le plus douée dans ce domaine, même si nous n'avons pas été le seul pays à l'avoir pratiqué. D'un point de vue historique, les premiers livres du genre remonteraient au moins au début du XVIIIe siècle, et peut-être même encore avant. Mais c'est au XIXe que ce mouvement connaît son véritable essor, avant de totalement disparaître durant la Seconde Guerre mondiale. Les origines authentiques restent encore mystérieuses. Cela pourrait provenir des cercles médicaux. En tout cas, ce sont pour la plupart des peaux de prisonniers qui ont été utilisées avec l'idée d'accentuer la sentence des détenus. Si je tenais à vous expliquer ce phénomène, c'est surtout pour vous narrer une anecdote très intéressante à ce sujet. Cette histoire prend place en France par un soir d'été de 1880. Nous sommes alors en pleine période estivale, chez le comte et la comtesse de Saint-Ange qui ont organisé une soirée. Parmi les invités, on y retrouve le célèbre astronome Camille Flammarion, qui, pour ceux qui l'ignorent, était un féru d'occultisme et des tables tournantes. Mais ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Si Camille Flammarion était là ce soir-là, c'est parce que la maîtresse des lieux, la comtesse de Saint-Ange, était férue d'astronomie et rêvait de pouvoir rencontrer le maître Flammarion, déjà très connu et reconnu de son vivant. C'est alors que la légende voudrait que lors de cette soirée, la comtesse portait une robe où l'on pouvait y distinguer un peu de son dos, et Camille l'aurait complimentée sur la beauté de ses épaules et de sa peau. Quelques années plus tard, Camille reçut un paquet chez lui, accompagné d'une lettre que je vais à présent vous lire. « Cher maître, j'accomplis ici le vœu d'une morte qui vous a étrangement aimé. Elle m'a fait jurer de vous faire parvenir, le lendemain de sa mort, la peau des belles épaules que vous avez si fort admirées. Et son désir est que vous fassiez relier, dans cette peau, le premier exemplaire du premier ouvrage de vous qui sera publié après sa mort. Je vous transmets, cher maître, cette relique comme j'ai juré de le faire. » Cette lettre que je viens de vous partager fut écrite par le médecin de la comtesse de Saint-Ange. Camille Flammarion s'est donc retrouvé avec la peau du dos de la comtesse devant lui sans savoir ce qu'il devait en faire. Puis finalement, après un long moment d'hésitation, il a décidé d'accepter d'honorer les vœux de la défunte et c'est à présent Monsieur Flammarion que je vais vous citer. J'envoyai la peau à un tanneur qui pendant 3 mois l'a travaillée avec le plus grand soin. Elle m'est revenue blanche, d'un grain superbe, inaltérable. J'en ai fait relier le livre « Ciel et terre » qui était en cours de publication. Cela fait une reliure magnifique. Il est maintenant dans ma bibliothèque de Juvisy. Les tranches du livre sont de couleur rouge,
parsemé d'étoiles d'or, pour rappeler les nuits scintillantes de mon séjour dans le Jura. Sur la peau des épaules de la comtesse, j'ai fait graver en outre, en lettres d'or, souvenir d'une morte. Ce livre existe toujours aujourd'hui et est encore dans la bibliothèque de Juvisy. Cette histoire est certes macabre, mais elle est aussi teintée d'un indéniable romantisme d'époque. Il y aurait encore dans le monde une 50aine de livres connus pour être reliés en peau humaine. Cela a inspiré le projet du livre anthropodermique qui s'est déroulé en 2015 aux États-Unis afin d'authentifier les couvertures des livres qui sont historiquement considérés comme étant recouverts d'une peau humaine. L'équipe américaine a identifié 50 livres connus comme tels, mais parmi ces 50 livres, seuls 31 ont pu être analysés et au final, seuls 18 d'entre eux ont été authentifiés comme couvertures véritables en épiderme humain. Avant de clore ce volet sur la littérature, je terminerai par mentionner cette vente aux enchères de 2020 qui s'est déroulée chez Drouot et qui a fait grand bruit. Il s'agissait de la vente du livre « La philosophie dans le boudoir » du très célèbre marquis de Sade. Mais ce livre était très atypique puisque c'était un exemplaire de l'édition originale de 1795, mais qui plus est, était un livre de bibliopégie anthropodermique. Le livre est parti pour la modique somme de 45 000 €. Pour le coup, on aurait pu s'attendre à beaucoup plus, car généralement, ce genre de livre très recherché part plus autour de 60 000 €. Néanmoins, cette vente a fait grand bruit dans les médias en soulevant la question « Peut-on vendre ou non des fragments de corps humain ?» Car, bien sûr, la bibliopégie anthropodermique nous met face à un véritable problème d'éthique. Et ce problème, c'est la bibliothèque d'Harvard qui vient de s'y trouver confrontée. En effet, en mars 2024, un communiqué du service des bibliothèques de la plus ancienne université américaine a informé avoir retiré la reliure en derme humain du livre français « Des destinées de l'âme », écrit en 1879 par Arsène Housset et qui se trouvait dans les rayons d'Harvard depuis 1934. Ce livre, qui relate de réflexions sur la vie après la mort, était au départ la propriété du docteur Ludovic Bouillant, un ami d'Arsène Housset. Et sur le livre, il avait laissé une note que je vais à présent vous lire. Ce livre est relié en peau humaine par cheminée. C'est pour lui laisser tout son cachet qu'on n'y a point appliqué d'ornement. En le regardant attentivement, on distingue facilement les pores de la peau. Un livre sur l'âme humaine méritait bien qu'on lui donnait un vêtement humain. Aussi lui avais-je réservé depuis longtemps ce morceau de peau humaine découpé sur le dos d'une femme. On comprend donc que c'est Bouillant qui avait à l'époque recouvert le livre de peau humaine. Mais cette femme dont il parle avoir retiré la peau était en réalité une de ses patientes atteinte d'une maladie mentale et qui est morte subitement d'une crise cardiaque. Le fait est que, contrairement à la comtesse de Saint-Ange, dont c'était la dernière volonté de voir la peau de son dos orner le livre de Flammarion, ici, cette patiente n'a jamais donné aucun accord. La peau lui a été retirée sans aucun consentement. Et c'est là tout le problème auquel fait face aujourd'hui Harvard. C'est donc pour cette raison qu'ils ont décidé d'en retirer la reliure et de présenter des excuses publiques en déplorant que ces pratiques ne soient pas conformes aux normes éthiques qu'elle s'est fixées. Après ce chapitre littéraire, nous tournons la page et c'est de peinture que nous allons maintenant discuter. Tout d'abord, connaissez-vous le brun de momie ? Un pigment rougeâtre très particulier utilisé en peinture de l'art, obtenu à partir de momies de l'Égypte ancienne. Une pratique notamment utilisée au XVIe siècle où la matière organique de momie était réduite en poudre avant de la faire macérer dans un mélange d'alcool et différents aromates. On obtenait alors
ce qui s'apparentait à une pâte brun-rouge dont on disait que la brillance et la transparence étaient incomparables. Ça, c'est le premier point. Second point, cette fois sur l'histoire de France. Saviez-vous que depuis le XIVe siècle, lorsqu'un roi ou une reine du royaume de France décédait, il était coutume de lui retirer son cœur et même ses entrailles pour en faire des reliques que l'on exposait en priorité dans des espaces religieux tels des églises. Par exemple, les cœurs de Louis XIII et son fils Louis XIV étaient dans l'église de Saint-Paul-Saint-Louis de Paris. Philippe d'Orléans ou Marie-Thérèse d'Autriche, quant à eux, étaient dans la chapelle du Saint-Sacrement du Val-de-Grâce. Comme nous le savons tous, c'est en 1789 que la Révolution française éclate. Et c'est là que les choses vont devenir encore plus macabres que vous le pensiez. Avec la prise de la Bastille, le temps de la haine de la royauté bat son plein dans l'Hexagone, et les révolutionnaires veulent éradiquer toute marque ou souvenir de la noblesse française. Et cette aversion va se faire jusqu'au pillage de ces fameux cœurs de rois et reines de France. Cette époque très compliquée ne permettant plus aux peintres de se procurer ce fameux brin de momie, l'idée de vendre sous le manteau les reliques du cœur des rois de France pour en faire de la peinture a germé. C'est ainsi que Martin Drolling et Alexandre Pau de Saint-Martin seront les deux peintres dont l'histoire se souviendra pour avoir acquis certains de ces cœurs et les avoir utilisés à travers leur art. Saint-Martin aurait réussi à mettre la main sur les cœurs de Louis XIII et Louis XIV. Mais finalement, il n'utilisera qu'une partie du cœur du roi Soleil avant de rendre ce qu'il en restait avec le cœur non entamé de Louis XIII durant l'époque de la Restauration en 1815. Fut-il pris de remords ou est-ce que le rendu en peinture n'était pas à la hauteur de ses attentes ? Nous ne le savons pas. Le musée de Pontoise conserve l'une des peintures de Pau de Saint-Martin. La toile se nomme « Vue de Caen ». Et si toute cette histoire pourrait vous sembler n'être qu'une légende orale que l'on se raconte de génération en génération, sachez que cette peinture a été analysée par le docteur Philippe Charlier, spécialiste en anthropologie et médecine légale. Et le spécialiste a pu attester après analyse que la peinture recèle bien des pigments humains sur sa toile. Du côté de Martin Drolling, le second peintre détenteur d'organes de sang royal, lui avait acheté une douzaine de cœurs, dont ceux des reines d'Anne et Marie-Thérèse d'Autriche. Et c'est sa toile, l'intérieur d'une cuisine qui se trouve au musée du Louvre, qui serait celle contenant du sang bleu. Mais pour le coup, le Louvre a refusé que l'on tente d'y faire une analyse, donc la légende reste entière sur ce point. Comme nous l'avons vu, l'utilisation des organes, que ce soit via une momie ou un cœur de roi, n'était pas pratiquée dans une idée de provoquer, mais réellement de créer une couleur que seule cette matière première pouvait apporter à leur palette. Et à partir des années 70, et encore plus dans les années 90, l'utilisation du sang est devenue tendance pour tout un réseau d'artistes, tel André Serrano, lorsque l'arrivée du sida envahissait la conscience publique, ou alors Franco B, qui souhaitant apporter par son art une vision sacrée et purificatrice par le sang. Hermann Nietzsche, lui, a joué sur la provocation avec sa toile Blood Picture, entièrement imbibée de sang dont on ignore encore si c'est son propre sang qui a été utilisé. Et puis, il y a l'artiste mexicaine Teresa Margol qui a voulu dénoncer la violence des cartels au Mexique. Grâce à son travail de technicienne dans les morgues de la ville, elle a réussi à obtenir légalement des restes humains et les a mis en scène dans le but de souligner la forte augmentation de la violence qui avait conduit au débordement quasi constant des morgues mexicaines. Lorsque Margol
a représenté le Mexique à la Biennale de Venise en 2009, son utilisation du sang des victimes de meurtre a pris une dimension internationale. Et je terminerai avec le tableau The Vanquishing Man, créé par un artiste inconnu, fait à partir de son sang peu de temps avant de se suicider. Un tableau qui représente l'image d'un homme avec la bouche grande ouverte, comme s'il criait. Mais si ce tableau est à ce point connu, c'est surtout parce qu'il serait hanté. Mais je ne vous en dis pas plus pour l'instant et vous promets d'en reparler prochainement dans un épisode spécial consacré aux objets hantés. Alors que notre feu de ce soir touche à sa fin, souvenez-vous que notre monde est empli de mystères. Derrière chaque porte fermée, chaque recoin sombre, se cache peut-être une histoire qui attend d'être racontée. Je suis Sandy Lagdar et vous avez écouté le podcast du Salon Fantôme. À très bientôt pour de nouvelles histoires.